l'hémicycle de Lingala, où s'est ouvert ce jeudi la session ordinaire du mois de septembre, une session traditionnellement budgétaire. Est-ce une session de tous les enjeux et surtout de tous les dangers? Cette question se pose et nous allons tenter bien sûr de répondre à cette question dans cette énième édition de votre émission Débat 24 au compteur. C'est le nombre 352 qui apparaît. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et nous, bien sûr, c'est Kin 24. Sur ces plateaux, très bien entouré, comme toujours, je suis honoré de la présence de Mathieu Takizala. Mathieu Takizala est un entrepreneur congolais. Il faudra aussi ajouter qu'il est le directeur général des SAG. SAG, c'est Spécial Auto Garage. Mathieu Takizala, bienvenue dans Débat 24. Cher John, je te remercie parce que vous savez, l'énorme travail que vous êtes en train de faire dans le paysage audiovisuel congolais est très très important. Et je remercie aussi l'équipe technique. C'est vraiment la famille, Kin 24, cette aventure, depuis que vous m'avez sélectionné dans cette équipe. Et de temps en temps, quand vous m'appelez, j'hésite pas de venir. Et surtout que la session de septembre doit être extraordinaire. On va en parler. Vu le contexte, en fait, c'est une session ordinaire, mais vous êtes déjà en plein débat. Laissez-moi présenter vos co-débatteurs à vos côtés. Très heureux de retrouver Edouard Kabouayi. Il est le représentant de l'UDPS, les partis présidentiels en Angola. Bienvenue, Edouard Kabouayi. Merci bien, très cher Don. C'est l'occasion pour moi de saluer aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre. Je crois que nous sommes bien entourés. Mais vous savez, cette émission est très suivie en Angola. J'ai eu des appels comme quoi là-bas, ils sont surpris de vous voir vous présenter comme un représentant de l'UDPS. On ne vous connaît pas, on ne vous voit qu'ici à Kinshasa dans des chaînes de télévision. Donc, je vous ai même transféré ces messages. Avec moi, j'ai toutes les décisions de nomination. Donc d'ailleurs, vous avez en face de vous la personne qui a nommé l'UDPS en Angola. Dans des moments extrêmement difficiles de l'histoire politico-diplomatique de l'RDC et l'Angola, je fais parler l'UDPS en Angola. Aujourd'hui, là, donc mon image, je crois que à tous ceux qui sont résidents là-bas, ils vont te dire que c'est celui-là qui a fait parler l'UDPS. Parce que j'ai cru à un moment que vous étiez un imposteur. J'ai eu une décision de nomination. D'ailleurs, nous, on était nommés ensemble dans une seule nomination. C'était le 11 janvier 2011. Dans cette décision-là, signée par Kenseké de Moulumba, vous trouverez le représentant Edouard Kabouayi de l'Angola. Vous trouverez Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi, secrétaire national des relations extérieures. Vous trouverez Augustin. Et donnez rapidement l'adresse de votre bureau en Angola. Donc, bureau, nous sommes situés sur Bail Popular. Bail Popular. Casa Saint-Numéro, Rua Alegria, commune de Kilamba-Cache. Ok. Donc, c'est là où il a les amis d'Angola, en tout cas, les débats est clos. Vous avez l'adresse. Allez vérifier. En face de vous, très heureux de retrouver un habitué de cette tribune au cadre du parti du peuple pour non, les PRP, les partis révolutionnaires du peuple, créés par Laurent Désiré Kabila lui-même depuis 1967. Les partis de la révolution du peuple. Les partis de la révolution populaire. PRP, voilà. Créés par Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Je suis honoré de recevoir le professeur Antoine Roger Lokongo. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Permettez-moi de procéder à 3 salutations. 1. Je salue mes co-débatteurs ici présents, surtout le docteur ou bien M. Edouard Kabouayi. Oui, de l'Angola. Oui, de l'Angola. Et j'espère que nous allons avoir un débat décent. Républicain. Républicain, parce que si nous débattons décemment, cela veut dire que nous sommes décents à l'intérieur de nous-mêmes. Comme vous le savez, la bouche parle à l'abondance du cœur, disait le Christ. Deuxièmement, je suis convaincu qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, il y a des vrais patriotes. Mais on en parle, prof. Sénateurs. Ne dansez pas avant la musique. On en parle. Je salue. Oui, okay. Je disais 3 salutations. Des vrais patriotes, sénateurs et députés nationaux qui peuvent se dire ne jamais trahir le Congo comme Mouzei Kabila.
Alors, à l'occasion de cette nouvelle session, je les salue tous et je leur rappelle que le peuple compte sur eux. Merci. Troisièmement, je vous remercie, John, pour la confiance que vous me faites et pour l'invitation. Et je crois que vous démontrez que vous appréciez ma contribution au débat sur les différents défis auxquels fait face notre pays. C'est les spectateurs qui vous apprécient. Voilà. Moi, je suis qu'un arbitre. Mais vous présidez avec professionnalisme. Je voulais vous... Merci beaucoup, professeur Antoine Roger Lokongo. Laissez-moi accueillir la bouche autorisée du parti cher à l'honorable Délice Sanga. J'ai cité les partis en vol. Lui s'appelle Rodrigue Ramazani. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Mes salutations à des milliers de Congolais qui ont l'habitude de vous suivre. Je profite de cette occasion pour saluer les co-débatteurs. Permettez-moi de passer cette information parce que je tiens à informer à l'opinion nationale et internationale que le président national du parti en vol a pris une très grande décision ce 14 septembre convoquant les bureaux politiques extraordinaires du parti ici à Kinshasa pour que les partis puissent réfléchir premièrement autour des enjeux de l'heure, les enjeux politiques, sur la situation générale de la politique du pays, mais aussi jeter des bases pour les élections de 2023. Et cette convocation du bureau politique, ce bureau politique se tiendra ici à Kinshasa entre le 14 et le 16 octobre 2020. Vous vous souviendrez, John, je crois qu'on a même fait des émissions ici à son temps. Au mois de juillet 2019, l'envol avait tenu son bureau politique ici à Kinshasa et plusieurs résolutions sont sorties de ces bureaux politiques. Et les différentes résolutions, notamment la réduction de train de vie de l'État, la révision de la loi électorale, la révision constitutionnelle, ce sont ces grandes thématiques qui tiennent aujourd'hui en haleine la vie politique nationale. Et je crois que l'envol va revenir dans son labo pour réfléchir ensemble avec les différents cadres du parti. Une grande délégation viendra de province et de l'extérieur du pays. Merci. Nous allons réfléchir et nous allons mettre à la disposition de l'opinion nationale et internationale nos différentes résolutions qui certainement donnera la voie, le ligne. Merci beaucoup pour l'avenir de la République. Merci parce que vous tenez tant à la parole, vous la gardez. Je crois que ça devait être le mardi dernier, hein, parce qu'on attendait pour absorber ou résoudre cette pénurie des carburants observée dans la ville de Kinshasa. On nous avait annoncé la date du 14, qui est la ville de Kinshasa serait approvisionnée. La veille déjà, ça devait être le 13, le mardi 13 septembre. Effectivement, une cargaison d'essence avait accosté à Mwanda. Mais hélas, on ne sait pas si c'est un document qui avait fuité, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ces documents de l'OCC étaient sur les réseaux sociaux, nous renseignant comme quoi cette cargaison d'essence ne remplissait pas la norme congolaise. Par conséquent, impropre à la consommation. Nos véhicules, nos moteurs ne pouvaient pas supporter cette essence, ces carburants. Rodrigue Ramazani, lorsque vous avez appris ça, je sais que les partis en vol, c'est un laboratoire politique et de réflexion. Comment avez-vous analysé cette information-là, cette nouvelle? Je crois que cette situation, il faut le prendre de manière globale. Hein. Il faut le prendre de manière globale, d'autant plus que la question de la gestion, notamment du stock, mais aussi de la cargaison, de ce cargaison qui est arrivé, a démontré à suffisance que le secteur est très mal géré. Il y a de l'incompétence, bon, rien de plus étonnant. Incompétence. Il y a de l'incompétence notoire qui risque même d'entacher l'avenir de toute une république. Parce qu'il s'agit d'un secteur très stratégique. Ces secteurs permettent en même temps aux entreprises de fonctionner, parce que vous le savez très bien que le carburant, c'est pratiquement aussi, dans une certaine mesure, le moteur de l'économie. Oui. C'est comme du sang dans le corps humain. C'est comme du sang dans le corps humain, maintenant, dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. De nos sociétés, de l'économie, bref, de l'État. Mais la légèreté dans laquelle la question a été gérée, imaginez que SEP Congo avait alerté sur cette situation de pénurie depuis le 17 août
Le 17 août, le CEP Congo avait rendu public une information pour alerter évidemment l'autorité des tutelles pour prendre des mesures. Mais ces derniers, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien c'est le ministre lui-même, mais prenons son... Mais le ministre est le patron de son secteur. Il est le patron de son secteur. Oui. Malheureusement, il a tardé pour prendre une décision. Après, il a sorti une décision à tâtons. Pourquoi il fallait une politique de contingentement. Ok, ça rationnement. C'est très bien pour rassurer tout le monde. Mais 2 jours après, je crois, une journée après, il a rebuffé pour dire ok, nous avons trouvé une solution de racolage. Une solution de racolage et une solution de débrouillard. Question de trouver rapidement... En urgence. Dans l'urgence. Parce qu'il y avait urgence, hein? Non, l'urgence est arrivée parce que l'État n'a pas décidé directement. Mais ça fait un peu rire parce qu'on nous a parlé du détournement d'une cargaison qui était destinée pour le Nigeria. C'est ça que j'ai appris par certains... J'ai suivi ça par le voie de certains pétroliers. Ils disent que celles-là n'étaient pas destinées à nous. Oui. Raison pour laquelle les tests ont démontré que ces carburants n'étaient pas conformes à la norme congolaise. Ça veut dire que l'État aujourd'hui, c'est de cette manière que l'État est géré sous Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi, l'État est géré à tâtons. Sous Félix Tshisekedi, les décisions de politique publique sont de plus en plus hasardeuses. Et c'est erreur. Et c'est erreur. Nous ne savons pas en réalité quel est le cap qu'il faut prendre. Dans tous les secteurs, si nous commençons aujourd'hui à analyser tous les secteurs, en commençant par la sécurité, hydrocarbures, les finances publiques, la police, les sports, même les sports, tout est géré à tâtons. Et à la fin de compte, vous allez constater que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'État, ils sont dépassés par les problèmes de l'État. Ils n'ont pas la maîtrise des questions étatiques. Ils sont perdus devant le dossier d'État. Et ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par l'événement. Rien de plus normal qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver dans des situations pareilles où l'on débourse l'argent de l'État pour trouver des solutions de racolage, des solutions de bricolage. Parce qu'à la fin de compte, c'est vrai qu'il faut un reconditionnement. Il faut un reconditionnement. Qui sera fait par la SOCI. Mais la SOCI est dans quel état? C'est qu'on ne dit pas aussi aux Congolais que ces reconditionnements... On parle de régénération. Reconditionnement, régénération... va coûter encore de l'argent au trésor public. C'est ça. C'est ça qu'on ne dit pas. Les taux, j'étais en train d'attendre l'information sur le coût de cette opération. Malheureusement, ma source n'a pas pu... Ramazan, à propos, j'ai échangé avec un expert pétrolier. Il m'a dit les carburants, les produits pétroliers qu'on peut régénérer sont des produits bruts. Là, ce n'est plus brut. Donc, on n'en peut rien. C'est la triste vérité, réalité que lui m'a dit. Bon, c'est à vérifier. Je veux vraiment me réserver. Ça a déjà été traité, on n'en peut rien. Je veux me réserver d'entrer dans un terrain des techniciens. Mais tout compte fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les finances publiques. L'argent du contribuable. Comment on le dépense. Comment cela est mis dans la consommation. Malheureusement, vous allez constater, à cause de mauvaises décisions, et plusieurs décisions, notamment l'achat des chinchars, a obligé l'État de rajouter encore de frais, le saut de mouton pour finir ses chantiers. L'État a été obligé d'y mettre encore de moyens. Finalement, les finances publiques de l'État est mal tenues, les politiques publiques sont hasardeuses et finalement, Félix Tshisekedi et son groupuscule gèrent les pays à tâtons. Merci Ramazani. Je crois que nous prenons directement quelqu'un qui évolue dans les secteurs et à ce titre, on peut aussi le considérer comme un expert parce qu'il est dans l'auto-garage et dans l'auto-garage, il a souvent les auteurs du carburant là-bas. Mathieu Takizala, cette situation-là, pénurie, on cherche à trouver une solution, la solution nous apporte encore un problème et maintenant on parle de la régénération. Rodrigue Ramazan vient de relever un fait ici, ça va coûter de l'argent au trésor public, ça ne se fera pas gratuitement comme ça. Et des deux, la SOCI à qui on va confier cette mission-là, je croyais que c'était une entreprise en faillite, non? Bon, d'abord John, la semaine dernière on était dans ce plateau ronde et moi j'avais déjà anticipé la chose en disant qu'il fallait préparer le Congolais face à cette réalité. Parce que la guerre est encore en Ukraine,
les approvisionnements de la République démocratique du Congo, vu la logistique, parce que la République démocratique du Congo a ses particularités, il fallait déjà anticiper. Logiquement, pourquoi les États ont des provisions en matière de fossiles des 3 mois et des 4 mois? Parce que cette énergie se vend dans le marché. Et le mois, avec un autre mois, ce n'est pas pareil. Le baril peut baisser, le baril peut flamber. Or, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des énormes problématiques. Parce que le secteur est à moitié du côté de l'informel. La partie logistique, il n'y a pas plus d'acteurs. Moi, j'ai fait des émissions. La semaine dernière, même avec des experts venant du ministère, ils nous montrent que la partie logistique qui est assurée avec cette Congo et que là où on peut stocker, on ne peut pas stocker plus. D'où la nécessité de faire de sorte que la République démocratique du Congo doit créer d'autres acteurs pour la partie logistique. Et dans la partie aussi de la distribution, on ne peut plus continuer qu'avec ces acteurs qui sont aujourd'hui. Ce pays est vaste. Mais pourquoi il n'y a pas un accroissement des sociétés dans ce domaine? Parce que l'activité économique est dans l'informel. Mais Mathieu, moi j'aimerais qu'on aborde d'abord les derniers épisodes là. Oui. La cargaison d'essence impropre à la consommation, entre guillemets. Oui, mais parce qu'aujourd'hui... Votre analyse? Oui, la République démocratique du Congo a une institution publique qu'on appelle Office de contrôle. Oui, ça fait que tout ce qui rentre à la République démocratique du Congo, le laboratoire de l'OCC doit contrôler. Si c'est impropre, OCC ne peut pas accepter que ça rentre. L'OCC avec des nouveaux dirigeants. Hein. Oui, mais normalement. Et nous saluons particulièrement la DGA Christelle Mabouli. Pour cette matière-là, l'État a créé une institution publique pour sauvegarder le consommateur. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, la difficulté que la République démocratique du Congo a aujourd'hui en matière de fossiles, parce qu'on n'a pas diversifié d'abord les alternatives face au pétrole et l'essence. Ça veut dire que même l'État lui-même, on ne pouvait pas avoir tout le charroi de la République démocratique du Congo qui met uniquement l'énergie. Et ce secteur, quand les gens achètent des véhicules, il n'y a pas de subvention étatique. Aujourd'hui, le développement des véhicules électriques dans les pays développés, il y a des subventions étatiques. On vous dit, si vous achetez un véhicule électrique, l'État va mettre par exemple une bonus maïs de 6 000 $ et pour pousser les gens. Et puis, qu'est-ce qui nous donne encore le vrai problématique dans la matière démocratique du Congo? Les véhicules sont, la plupart des véhicules qui rentrent à la démocratie du Congo sont vieux. Les anciennes technologies. Ça consomme beaucoup d'énergie. Ils sont bons pour la casse. Oui, ça consomme beaucoup d'énergie. Et l'État doit mettre des garde-fous. L'État doit permettre que maintenant, il faut qu'on bascule avec les technologies d'aujourd'hui. Et les achats de véhicules, on peut plus rester, ça ne peut plus rester autour de l'informel. Parce qu'aujourd'hui, John qui sort, il va l'acheter le véhicule et vient avec. Mais est-ce que John est professionnel? Et il a acheté un véhicule dans quel état? Il a acheté dans quel état? Et même les déplacements des Congolais, 99%, c'est l'informel. Tout ce qui est peint en jaune là. Ce ne sont pas des entreprises. Donc il faut réguler le secteur. Lorsqu'on régule le secteur, vous allez voir que les alternatives peuvent se mettre. Mais aujourd'hui, avec ce que vous venez d'annoncer, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons d'abord les limitations de vitesse. Et que les conducteurs doivent limiter. Ah, plus vous roulez à vive allure, plus vous consommez. Plus que vous consommez, parce qu'on a un problème d'abord de matière première. Mais nous, on croyait peut-être que c'était le contraire. Plus il y a des embouteillages, plus vous consommez. Non. Et puis, dans les embouteillages, qu'est-ce que nous disons? En général, la route est embouteillée en démocratie du Congo. À chaque fois, quand vous arrivez dans l'embouteillage, coupez le moteur. Non, mais cette façon de faire aussi, là. Coupez le moteur. Et puis, il faut que c'est après chaque 4 minutes que vous faites le même exercice. Coupez le moteur, parce qu'il y a des fils d'embouteillage qui prennent l'énergie inutilement. Et qu'est-ce que nous disons aussi aux Congolais qui conduisent? D'éviter de toucher à chaque fois le frein moteur. D'anticiper. Dès que vous voyez que ça bouchonne, au lieu de toucher le pédale des freins, il vaut mieux lever l'accélérateur. Et vous mettez au point mort. Non. Surtout, il ne faut pas mettre au point mort. Et ça veut dire que lorsque vous allez lever le pied sur le pédale d'accélérateur, le véhicule va avoir tendance de se ralentir. Et parce après, qu'à Kinshasa, qu'est-ce que vous observez? Il y a toujours... Vous voyez que là-bas, ça bouchonne,
manque aussi de formation du secteur, parce que dans ce secteur, les gens ne sont pas formés, les autocols, il y en a non, mais quand vous enlevez les pieds sur la pédale frein... Quand vous enlevez le pied sur le pédale d'accélérateur, ça veut dire qu'on appelle ça le frein moteur. Ouais. Le véhicule va avoir tendance à freiner parce que... À freiner, mais pas à s'arrêter. Oui, mais il va s'arrêter quand on a le besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a des freins visibles. Vous voyez que la personne, il sait que ça bouchonne là-bas, mais il vient vite pour freiner. Là, vous cassez tout. Vous comprenez? Et puis, dans les intercessions, mettez plus de forces de l'ordre, cher John. En mettant des forces de l'ordre... On va vous recevoir dans une émission spécialisée pour en parler. Ça, c'est très pédagogique. Pour faire face avec cette problématique. La parole doit tourner. Voilà. Pensez à Antoine Roger Lukongo, je sais que vous n'êtes pas un expert, mais vous êtes un fin analyste politique. Vous avez suivi cet épisode. Pénurie, carburant qui vient, l'OCC, scandale. Comment l'avez-vous analysé? John, la question que tous les Congolais consciencieux se posent maintenant, c'est celle de savoir où va le Congo. Toi, à bon port. À bon port. À bon port, oui. Avec tout ce qui vient de relater, je viens. Congo, Quo Vadis. Chaque fois, nous parlons de la nécessité du changement de paradigme dans notre pays. La conception du pouvoir doit changer, la classe politique doit changer, les traits de vie des animateurs des institutions doivent changer. On parle, on en parle, mais on ne voit aucun changement. Tout se passe comme si nous sommes mûrs pour un seul paradigme, le paradigme de l'esclavage. C'est comme nous les Congolais sommes mûrs pour l'esclavage. Mais pour répondre directement à votre question, voilà. Je vois maintenant un duel entre l'OCC et le ministère des hydrocarbures. Et alors, dans ce duel-là, le chef de l'État, président de la République, comment est-ce qu'il va trancher? Non, mais il sera du côté de son ministre. On a tranché, on a reconnu que cette cargaison comporte des structures qui ne remplissent pas la norme ou les normes congolaises. Par conséquent, ça doit être régénéré par la SOCI. Le ministre lui-même a fait une déclaration, non, reconnu, oui, que toutes les procédures légales doivent être suivies parce que les produits viennent de l'extérieur. Alors ça doit, l'OCC s'est déjà déclaré, ceci doit régénérer. Oui. Comme il vient de dire, tout cela va coûter de l'argent. Mais la conclusion... Est-ce que ceci est-elle en mesure de régénérer? La conclusion, c'est quoi? Les produits sont impropres à la consommation. Alors à la consommation congolaise. Voilà. Alors, congolaise, nous parlons du Congo, non? Oui. Allons-nous accepter que l'État fasse une telle grande perte où l'État va nous forcer, nous consommateurs, à utiliser ces carburants? Non, ça, c'est la question. Ils ne feront pas ça, c'est criminel. Ils ne feront pas ça. Mais le ministre vient... Vous bousillez nos moteurs. Le ministre a déclaré que toutes les procédures doivent être suivies. Mais alors, cela veut dire qu'à la fin des comptes, si l'OCC décide que ces produits sont impropres à la consommation, on accepte de faire la perte. N'est-ce pas? Ça c'est logique, non? Ça c'est de l'argent jeté. Voilà, on n'a pas ça. On peut revendre. À qui? On revend un mauvais produit, non, à qui va l'accepter? C'est mauvais produit entre guillemets pour les Congo, mais pas forcément ailleurs. C'est ça la nuance. Mais le monde entier sait maintenant qu'il y a le pétrole qui est arrivé chez nous, qui est impropre à la consommation. Congolaise. Qui va accepter d'acheter ça? À la consommation au Congo, qui va accepter de ça? Bon, ouais. Deuxième volet. Ça c'est vous, mais je ne crois pas que le Congo puisse trouver un client à qui il va vendre un produit impropre à la consommation. Deuxièmement, l'Angola vient vous habitez en Angola? Oui. L'Angola vient d'entrer à la danse. Comment? Il y a un ancien PDG de Sonangol qui a dit que mais voilà, nous
nous exploitons le pétrole, nous co-exploitons le pétrole avec le Congo, hein, dans l'espace maritime que nous partageons. J'ai parlé de Mwanda la fois passée, au large de Mwanda, où pendant des années, l'Angola exploite unilatéralement notre pétrole. Et cet ancien PDG de Sonangol a dit, et j'ai vu les tweets, il a dit que ce qui se passe au Congo, c'est de la mafia. Pourquoi vous, les Congolais, vous vous permettez à aller importer le pétrole ailleurs, en Asie, ailleurs, alors qu'ici en Angola, nous avons le pétrole. Il y a de la mafia. Qui sont les mafieux? Voilà, les mafieux, ce sont les Congolais eux-mêmes parce que... Quels Congolais? Mais attendez, les décideurs, j'assume, mais parce que j'ai déjà parlé de ça la fois passée. Pourquoi les gens veulent aller ailleurs, aller commander le pétrole ailleurs? Parce qu'il y a des commissions qui sont impliquées. C'est ça la mafia, je suis d'accord avec lui. Voilà, et des rétro-commissions et qui sont impliqués parce que le chef de l'État lui-même, de sa propre bouche, a déclaré qu'au Congo, les rétrocommissions sont légales. Les ACOP. Voilà. Il dit que chez nous au Congo, il a dit que les rétrocommissions sont légales. Mais où va le Congo, comme je l'ai dit au début, John? Où va le Congo? Maintenant, l'histoire donne raison à Musée Laurent Désiré Kabila d'Erez Mémoire. Nous sommes un pays qui produit du pétrole sans raffinerie nationale. Et en même temps, c'est l'Angola qui exploite notre pétrole au large de Mwanda. Nous sommes un grand pays avec des ressources aurifères. Si je peux terminer. Avec des ressources aurifères, et c'est maintenant la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda qui ont construit des raffineries chez eux pour raffiner notre or. Poser une belle question. Où va le Congo? Nous devenons quel pays, John? Dieu merci, nous avons un représentant du parti au pouvoir autour de cette table, en la personne d'Edouard Kaboyi. Edouard, mais dites-nous un peu, c'est un mauvais sort ou comment? Nous, on attendait les produits, on attendait l'essence pour éviter tous ces spectacles désolants qu'on a vécu, qu'on a observé dans la ville de Kinshasa. Mais voilà que la cargaison qui vient nous pose encore des problèmes parce que impropre à la consommation. Non, mais le gouvernement est là, M. John, pour répondre à tous les désidérateurs. Donc, quand nous avons le gouvernement, il y a un ministre sectoriel à qui il doit gérer très bien de les prérogatives qui tenir compte. Mais comment il les gère? La situation peut y arriver, mais le gouvernement est là, l'État est là pour trouver la solution. Pourquoi? Parce que c'est un produit importé. À des fois, les spécialistes ou les experts chez nous, je peux vous dire que nous n'en avons pas tellement ici chez nous. C'est vrai, mais oui, je vous dis la vérité. Dans ces secteurs-là. Je prends le cas de l'Angola. Vous savez, l'Angola, si vous allez voir, c'est la cartographie géographique, l'Angola n'a pas une richesse pétrolière. Mais oui, effectivement. Mais l'Angola a trouvé les bassins des raffineries de Moine, qui dit prof, c'est pendant des régimes précédents. Et l'Angola, Dos Santos d'abord lui-même, c'est un spécialiste en matière pétrolière. Et lui-même avait engagé même les étudiants par rapport à ça. C'est un ingénieur. Effectivement. Et ils ont exactement profité de nos ressources. Nous-mêmes. Donc les pétroles exploités en Angola, c'est du pétrole congolais. Je vous dis que la stabilité économique de l'Angola, à l'époque de Kabila, mais c'est l'Angola qui a tiré des dividendes. À l'époque de Musée. De M. Kabila. Joseph Kabila. Je vais expliquer. Vous rappellerez le conflit de Kaem avec l'Angola. Oui. On avait planté les drapeaux angolais. C'était par rapport à ce puits pétrolier. Et je vous dirais même, le ministre honoré des Hydrocarbures, Lambert Mende, vous vous souviendrez une fois, il y avait la rupture de coopération entre l'Angola et la RDC, et l'avion de l'Angola n'atterrissait pas chez nous. C'était par rapport à tout ça. Donc c'est l'Angola qui tirait tellement les dividendes à cette affaire-là.
Bon, maintenant, comme chez nous, c'est comme c'est dit l'économiste, comme chez nous, nous n'avons pas vraiment les spécialistes en matière. Des gens qui peuvent quand même d'abord examiner, analyser les produits de son origine jusqu'à arriver chez nous. Alors c'est ça la question qui nous pose, parce que sinon on avait quand même des experts. Et d'ailleurs, on sait qu'on ne devrait pas tomber dans cette histoire. Maintenant, regardez l'OCC avec les amis qui ont... Donc on n'a que des amateurs. Mais bon, mon frère, si on avait les experts, c'est comme ce qu'il dit là, l'ingénieur là, angolais, qui a quitté la bourse. Lui, il ne reconnaît pas son tweet là. Bon, comme nous sommes en politique, il déclare ça du fake news. Pourquoi? Parce qu'il sait toute la situation qui s'est passée là-bas. Mais en Angola, par exemple, avant d'amener un tel produit, mais il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes qui vont vous dire, ok, ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Bon, maintenant, quand ça pose maintenant des dommages comme ça, bon, l'État est là pour répondre. Donc, nous avons un État. Donc, quelque part, Edouard, vous reconnaissez que l'État a failli. Non, mais moi, je vous dis que les problèmes de l'RDC, Mr. John... Parce que comment une telle cargaison peut accoster à Mwanda? Mais chaque secteur... On n'a pas analysé en amont. D'ailleurs, vous savez que nous, la RDC, par rapport à des réserves que nous avons, bon, on ne peut pas tellement subir des pénuries. Des pénuries comme ça, par rapport à des réserves que nous avons. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en amont. Non, vous devez quand même y prendre le temps. Vous avez donné l'exemple de la Libye. Muammar Kadhafi, qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même, il se prenait en charge ses étudiants. Il les envoyait à l'extérieur du pays pour aller prendre l'expertise extérieure et amener ça dans leur propre pays, afin que comment dirais-je, l'expérience... Edouard Kaboué, vous êtes du parti présidentiel. Êtes-vous conscient, vous vous en rendez compte que cette situation est une véritable bombe à retardement qui risque de vous exploser sur les visages au moment où... Non, moi je dis d'abord, vous allez voir même mon ami... Est-ce que vous mesurez la gravité de la situation? Non, ça sont des choses qui arrivent, M. John. Ça, vous devez comprendre que c'est... Parce que bon, un jour, nous sommes réveillés avec vous. Nous, on ne savait pas qu'il y a une pandémie appelée Covid-19. Non, mais... Quand mon ami Ramazan dit... Non, la situation n'est pas la même. Non. Ça, vous l'avez dit que l'OCC avait tiré la sonnette d'alarme. Vous l'avez dit. Non, mais le problème... C'était prévisible. Le problème que moi, je vous dis que ici, chez nous, en RDC, nous avons les problèmes comment dirais-je, donc d'expertise et d'expérience. L'incompétence. Bon, comment voulez-vous, par exemple, vous êtes ministre des hydrocarbures, avant qu'un produit quitte d'un port pour arriver à un autre port, mais il doit y avoir d'abord au préalable l'expertise de ce qui doit arriver au pays pour que ça ne puisse pas causer des dangers. Bon, alors les dangers là, est-ce que l'État va se dédouaner? Non, il doit que s'assumer. Mais la mission qu'on confie à la SOCIG là, est-ce pour nous endormir? C'est pour nous distraire? Est-ce la SOCIG est capable de faire ce travail-là, de régénération? Moi, je dirais que... La SOCIG est dans quel état? Non, mais il est capable. Et la SOCIG ne raffine pas, à ce que je sache. Oui, mais moi, je vous dis qu'il faut seulement qu'on puisse mettre les moyens. Et les hommes vont se réveiller pour faire le travail. Où? Ouais, vous le faites où? Mais il faut le faire sur le terrain, donc qu'il y ait la solution par rapport à cela. Voyez-vous? Parce que nous avons un État. Quand il y a des gouvernements, c'est pour répondre à toutes les questions qui touchent à... Mais pendant ces temps, Rodrigue l'a dit, c'est de l'argent gaspillé. Mais, bon, alors maintenant... Ce sont des millions de dollars, non? Non, même si ça doit être que des millions, même des milliards. Mais dès lors que ça touche à la vie de la population, mais l'État est dans l'obligation. Vous voyez, je vous donne le cas. Le 11 septembre 2001, nous et vous, on était surpris quand les États-Unis, pays que nous connaissons avec vous, ils sont trop expérimentés. Les attentats du 11 septembre. C'est-à-dire qu'ici, sur la terre, Mr. John, il n'y a pas une œuvre parfaite. Mais la situation n'est pas la même. Cette situation était prévisible. Mais oui, si c'était prévisible. Gouverner, c'est prévoir. Je dis ceci. Si c'était prévisible. Voilà, on a fait les choses à la va-vite. On est allé ramasser une cargaison comme ça, sans vérification préalable.
je vous dis que nous avons les problèmes des ressources humaines par rapport au secteur. Un problème d'expertise. Effectivement. Merci Parce beaucoup, que Edouard Gaboy. Si exactement qu'on avait les experts devront faire ça avant que nous puissions aller. Merci de votre franchise. Je rappelle que vous êtes un haut cadre ou représentant de l'UDPS en Angola. Merci bien, monsieur. Je reviens à Rudi Ramazani, la bouche autorisée du parti en vol. Nous avons assisté à des speeches de présidents des deux chambres du Parlement, parce que notre Parlement est bicaméral. Maintenant, à travers ces speeches, à travers ces discours, quelles leçons vous tirez? Et au sein du parti en vol, quels sont d'après vous les enjeux véritables de cette session? Parce qu'on le sait, c'est une session traditionnellement budgétaire. Non, rapidement, avant d'avancer, il faudrait dire certaines choses pour que le Toilettage technique. Oui, pour que les Congolais ne se perdent pas. Il faut dire la vérité à notre peuple. Le problème aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui passe son temps à gérer les quotidiens. Les quotidiens, ça veut dire, il gère chaque jour. La gestion des affaires courantes. Il gère que les affaires courantes. Chaque jour, on se réveille, c'est ce que le gouvernement fait. Mais nous n'avons pas un gouvernement qui est en mesure d'anticiper les situations, de projeter l'État vers un développement. Pourtant, c'est ça sa mission. Nous avons le gouvernement et le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est vraiment un pouvoir réduit dans ses bottes, quoi. Dans des petites gestions de rien du tout, de choses qui ne projettent pas l'État. Et ce n'est pas étonnant que nous puissions tomber dans des situations comme ça. Mais je ne suis pas d'accord avec mon très cher Edouard lorsqu'il dit que le Congo n'a pas d'experts. Dois-je lui rappeler qu'il existe toute une administration qui, du reste, a aidé les ministres en fonction à pouvoir se former pendant 2 semaines pour comprendre ne serait-ce que son secteur. Il existe cette administration-là. Les ministres s'étaient confiés à cette administration parce que lui-même, il avoue que cette administration a l'expertise. Lorsque vous, du pouvoir, vous dites qu'au Congo, il n'y a pas l'expertise, je ne comprends plus rien. C'est que vous êtes contre votre propre ministre qui a subi une formation de 2 semaines pour comprendre, encore que, bon, de 2 semaines, même le secrétaire général lui-même des hydrocarbures ne croit pas que quelqu'un peut maîtriser les secteurs en 2 semaines. Le problème aujourd'hui, c'est la compétence. C'est ça que vous avez dit. Et c'est ça qu'il faut continuer à affirmer. La compétence du pouvoir actuel, la matière. Non, il maîtrise les BABA. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout maîtriser. Ce sont les BABA parce qu'il doit toujours être entouré des experts, des techniciens. C'est ça que je suis en train de rappeler en fait à Edouard. Je ne dis pas que le ministre devait maîtriser tout son secteur. Je suis tout à fait d'accord avec la sincérité de ce dernier. Le ministre qui a dit qu'il a subi une formation de 2 semaines auprès des experts. Pour maîtriser les BABA. BABA ou pas, mais il a subi une formation de 2 semaines pour maîtriser le secteur des hydrocarbures. Et c'était les experts. Ça, c'est le ministre des hydrocarbures. Ministre, un warrior de l'union sacrée. Et lorsque vous venez devant le Congolais, dire aux Congolais qu'il n'y a pas des experts, alors qu'au Congo, nous n'avons, je ne sais pas, je mets un bémol. On a, en tout cas, à ce que je sache dans ce secteur, on n'a pas encore connu cette situation. Apparemment, c'est vraiment nouveau. J'ai lu, j'ai cherché, je n'ai pas constaté. C'est pour la toute première fois qu'une telle situation nous arrive, où nous avons une cargaison qui nous arrive ici, qui est non conforme à la consommation. C'est l'argent des Congolais qui est dilapidé, qui est jeté dans l'eau. C'est extempié pour voir Félix Tshisekedi. On a jeté à l'eau l'argent pour les chinchards, je les rappelle encore. On a jeté à l'eau la première opération pour la construction des cès de moutons. On a jeté à l'eau l'argent pour les maisons préfabriquées. À la fin de compte, le problème qui se pose, c'est la gestion des finances publiques de l'État. Vous n'avez pas le sens de la gestion. Et aujourd'hui, les Congolais se retrouvent dans une posture où l'État va encore gaspiller de l'argent pour régénérer ou reconditionner. Encore que la question de la chaussure est une question pertinente. Ouais. Je rappelle, je crois, je ne sais plus si c'est au 54e Conseil des ministres, un des conseils des ministres où le ministre des hydrocarbures a appelé en urgence le gouvernement à mettre des moyens pour relancer les activités de la chaussure. De la chaussure. Donc, ça veut dire, à un moment donné, vous voulez mentir les peuples. Vous dites que le gouvernement doit s'assumer. Il doit s'assumer en faisant quoi? En mentant le peuple comme d'habitude. Vous avez l'habitude de nous mentir, vous avez l'habitude de mentir à cette population parce que vous n'avez aucun respect vis-à-vis de ces peuples. C'est pourquoi... Non, quand il reconnaît qu'ils n'ont aucune expertise dans la matière. Ça, il a reconnu qu'ils n'ont pas d'expertise. C'est un problème d'homme. Dans le secteur... S'il vous plaît.
Non, non, jusque-là, c'est noté, hein, noté. Je peux vous aider avec l'expertise au Congo, il y en a. Il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas l'expertise au Congo. C'est un problème d'homme. Il existe toute une administration sur cette question. Donc, respectez le Congolais, prenez des bonnes décisions. Le problème aujourd'hui avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi, vous ne faites que prendre des mauvaises décisions. Même la décision sur l'état de siège, mauvaise décision. Direction hémicycle des Bon, parce qu'on parle hémicycle, j'aurais pu étaler toutes les mauvaises décisions prises par Félix Tshisekedi. Non. Je crois que ce n'est pas les débats, nous allons revenir au moment opportun. Oui. Revenons à l'hémicycle. Oui. Rentrée parlementaire, 15 septembre, session budgétaire. C'est très bien. Aujourd'hui, nous, l'envol, nous sommes très heureux de constater que finalement... Et c'est déjà déposé, hein, près de 14 milliards. Oui, c'est très bien. Une grande première. Le problème aujourd'hui, je crois que ça nous ramène carrément en 2019. Le 10 mars 2019, au moment où l'honorable Sessanga a crié du haut de la tribune de l'Assemblée nationale sur la réduction du train de vie de l'État. Des institutions. La réduction du train de vie de l'État. Qui ne l'a pas critiqué ici? Tous les camps politiques. L'envol des populistes, des opportunistes, des démagogues. Pourtant, nous, on est resté droit dans nos bottes. On a continué à dire qu'il sera insensé que l'État continue à consommer 80% du budget national. Et ne laisser à la population que 20%. J'ai des chiffres ici, je vais revenir lors du deuxième tour. Oui, atterrissez. Hein. Je vais revenir. Atterrissez. Cette session doit être une session de responsabilité commune. Parce que notre population a été choquée. Au regard... À faire 21 000. Pas seulement... Pourquoi les gens se focalisent que sur les députés? C'est scandaleux, nous sommes contre. C'est scandaleux. Mais c'est pire à la présidence de la République. Il ne faut pas s'acharner sur les pauvres députés. Pouvez-vous imaginer que la présidence de la République aujourd'hui coûte à la République 400 millions de dollars l'an, alors que sous Kabila c'était 100 millions. 400 millions de dollars, si vous suivez ceux qui aiment les questions de finances publiques, c'est le budget de l'armée, c'est la prévision budgétaire de l'armée. 400 millions présidence avec 1018 membres, 400 millions à l'armée congolaise avec une affaire de plus de 100 000 éléments. Un conseiller spécial, j'aurais appris qu'il avoisine entre 34 000 dollars. Donc, bref, la réduction du train de vie des institutions. Le problème est général, sans pourtant se plonger dans la polémique. C'est ça le principal enjeu de cette session. La réduction du train de vie de l'État, et il faut mettre un plafonnement. Il faut mettre un plafonnement. On l'a déjà dit depuis 2019, qu'il faut, dans une certaine mesure, prendre le plus gradé de l'administration. Donc, un secrétaire général de l'administration. L'huissier. D'abord, un secrétaire général de l'administration, il faut mettre au moins le salaire d'un député le double d'un secrétaire général de l'administration. Comme ça, on va plafonner. Là, à chaque fois qu'on va essayer, à chaque fois qu'on tentera de tirer le salaire pour un député ou pour un officiel, ça va aider que toute la société soit tirée. L'huissier, hein, il faut aussi penser au huissier qui sera tiré. Il est anormal et injuste cette injustice sociale qu'on a légalisée. C'est inacceptable. Aujourd'hui, l'enjeu de cette session, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et pour nous, l'envol, il s'agit d'une politique publique structurelle. Ce n'est pas une question conjoncturelle comme je vois Félix Tshisekedi et son entourage sont en train de le dire. Il s'agit pour nous, l'envol, qui ont commencé ce combat depuis 2019, d'une question structurelle qui doit toucher plusieurs compartiments de l'État, notamment les institutions. Nos élus reprennent les chemins du Parlement, de l'hémicycle de Lingouala, mais c'est sur fond d'une polémique, les émoluments. Du coup, ça déclenche les débats qui a été lancé par l'envol, ça je les reconnais, depuis 2019, sur les trains de vie des institutions. Êtes-vous d'avis que cette session, traditionnellement, essentiellement budgétaire bien sûr, devait aussi focuser sur cette question? Je vais répondre, mais je vais commencer par la partie énergétique. Hein. Quand l'énergie coûte cher et la production recule. Dans le secteur, nous avons des institutions, mais sauf que ces institutions ne donnent pas assez de moyens. Dans la partie production, vous parlez de ceci, normalement qui devait être l'acteur important pour la production en démocratie du Congo. Dans la partie distribution, nous avons Sonaco Hydro, qui devait être vraiment un catalyseur pour que l'expertise puisse être. Dans la partie contrôle, nous avons OCC. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces acteurs-là, on ne leur donne pas assez de moyens
pour qu'ils puissent quand même nous compléter, pour que nous puissions avancer. Je crois, moi, à chaque fois, j'ai toujours dit dans ce plateau, comment Sonaco Hydro, qui est l'acteur principal, parce que dans la partie logistique, c'est Sep Congo. Donc, le cargaison que Sep Congo garde, c'est pour les acteurs sur le terrain, ceux qui vendent. Mais quand vous remarquez à la République démocratique du Congo, celui qui devait nous représenter dans la partie distribution est en difficulté, Sonaco Hydro. Or, cette expertise elle doit être collégienne, vous avez une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, ça commence à la production, la logistique et la distribution. C'est ce qu'on appelle et le contrôle. Mais ces institutions-là sont présentes à la République démocratique du Congo. Normalement, le politique public de la République démocratique du Congo devait permettre à ces institutions de faire leur boulot. Parce que lorsque vous êtes d'abord l'État, mais regardez les stations-service Sonaco Hydro, toujours fermées. Vous voyez le vrai problème. Donc le politique énergétique devait jouer avec ces 4 acteurs. Non, ce sont les multinationales qui dominent. Les 4 acteurs-là devaient, et le politique public de la République démocratique du Congo en termes de l'énergie, devait jouer avec ces 4 acteurs. Mais ces 4 acteurs, quand vous regardez, on ne leur donne pas assez de moyens. D'où la nécessité maintenant de changer la méthode, changer la façon de fonctionner. Un autre acteur de maillot, c'est nous, le professionnel du secteur du roulant. Vous voyez que tous ces acteurs sont fragilisés en démocratie du Congo. Mais revenons à ces sessions budgétaires. Oui. Ces sessions budgétaires, elles devaient être extraordinaires. Pourquoi extraordinaires? Non, c'est une session ordinaire. Non, elle doit être extraordinaire parce qu'il y a un caractère spécial de la crise. Il y a un caractère spécial de la crise. Okay. Ça veut dire que, normalement, quand vous êtes en période de crise, en économie, il y a des palettes qu'on joue avec la partie budgétaire et monétaire. Et dans la partie budgétaire, vous n'êtes pas censé ignorer qu'en République démocratique du Congo, normalement, on devait assouplir beaucoup de taxes. On devait mettre des réformes autour du secteur économique. La loi de petit commerce, par exemple. Nous souffrons là-dedans. On voit des méli-mélos à l'intérieur. Ça veut dire que celui qui est fournisseur devient encore détaillant. Et ça fragilise de plus en plus l'acteur local. Et le pourcentage de l'informel. Vous comprenez? L'informel est aujourd'hui supérieur dans ce pays. Et dans la partie monétaire, c'est ce que nous appelons le taux d'intérêt, cher John. C'est ridicule. Vous empruntez, vous êtes entreprise aujourd'hui, mais le mois prochain, vous allez rembourser. Avec quel taux? Avec quel taux? Il faut des réformes dans ce secteur. Les élus, le 500 messieurs qu'on a envoyés en Assemblée nationale, chacun sort d'une circonscription électorale. Mais regardez la météo de chaque circonscription électorale. L'actif nous fait défaut. Le chômage est de masse ici. Ça veut dire, lorsque vous avez mais vous pouvez absorber de l'emploi, est-ce le travail de député, ça? Mais oui. Ça, c'est l'exécutif. Mais oui, mais le gouvernement, qui contrôle le gouvernement? Le Premier ministre. Le programme du gouvernement... Mais ce n'est pas à eux de créer de l'emploi. Et ils contrôlent. Non. La loi des finances est présentée où, cher John? C'est pas à vous les... Non, la loi de finances est présentée devant le représentant du peuple qu'on appelle le Parlement. Et ce sont eux l'autorité de cette loi de finances. Mais oui, le contrôle des institutions. La photographie du gouvernement, c'est représentation. Mais déjà, 14 milliards. Non, le Congo n'a jamais eu un budget à telle hauteur. Il ne faut pas qu'on parle. C'est du lourd, ça. Il ne faut pas qu'on parle dans cette arithmétique. Nous devons regarder maintenant. Non, c'est déjà déposé. Hein? Non, écoutez. Et maintenant, la répartition de ces 14 milliards. Dans la loi de finances de l'année dernière, on a vu que près de 40% partaient du côté de l'institution. Cette fois, on parle même de 70%. 80. Voilà, vous comprenez? On parle déjà de 75%. Vous comprenez? Donc, maintenant, quand vous regardez la répartition, ce n'est pas question de chiffres. C'est que l'argent qu'on met à l'investissement, c'est combien de pourcents? 5. L'argent qu'on met au chômage, c'est combien de pourcents? 0. L'infrastructure, cher John. Et le budget alloué à la défense. C'est ce que nous disons. Faut bien, ça veut dire que ce chiffre-là, examiner ces chiffres. Il faut que les arbitrages au niveau du Parlement, elles soient quand même des arbitrages, vu la réalité de la République démocratique du Congo. Merci, vu que Mathieu. notre réalité aujourd'hui, nous devons mettre plus de l'argent. On met un peu du côté de la formation, mais il ne suffit pas de former des Congolais sans entreprise de l'autre côté. L'entreprise. Quel est le moyen qu'on donne à l'entreprise? C'est un entrepreneur qui parle. Vous comprenez? Donc, Je prends directement le Congo d'abord. le Le Congo, de la réalité. direction
Lingwala, nos élus ont repris leur boulot après 3 mois de vacances. Ils reprennent, pas en très bonne santé, mais c'est sur un fond, cette rentrée un tout petit peu particulière, avec cette polémique autour des lèvres émoluments. Pensez-vous qu'ils peuvent faire amende honorable et surtout que c'est une session essentiellement budgétaire? Merci beaucoup, John. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une mise au point par rapport à l'argument avancé par le docteur Kabouaï. Il est docteur? Bon, excusez-moi. Non. Monsieur Kabouaï. Monsieur Kabouaï, excusez-moi. Parce qu'au couloir, on les désignait comme docteur. Je me suis trompé. Même moi aussi, je ne savais pas. Vous habitez... Docteur, c'est pas seulement médecine, hein? Non. Pas forcément. Vous habitez en Afrique australe, non? Tout à fait. Et allez en Afrique d'ici, je parle de l'expertise. Qui détiennent tous les hôpitaux en Afrique d'ici? Ce sont des docteurs congolais. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'expertise dans ces pays. Et j'ai répété sur cette émission plusieurs fois, sur ces plateaux, je vais dire... En tout cas, le Congo n'a pas un problème d'expertise. Non, ce dont nous avons besoin, ce sont des nouvelles technologies pour transformer nos ressources ici place et créer des emplois et des marchés au profit de notre peuple. La matière grise n'est pas... Je vous donne un exemple, John. Oui. Je suis passé à l'INBTP aujourd'hui. La matière grise et la main-d'œuvre ne posent pas problème. Je suis passé à l'INBTP aujourd'hui. Mais les étudiants se plaignent. À l'IBTP? Oui. Comment ça? Il manque à faire? Non, parce que maintenant, on est en train de construire l'extension de l'IMBTP. Et c'est à l'IMBTP d'où sont formés nos ingénieurs, non? Civils. Mais qui va construire l'extension de l'IMBTP? C'est une compagnie libanaise ou je ne sais pas, une compagnie et les étudiants disent mais nous sommes formés pourquoi? L'État congolais dépense l'argent chaque année pour nous former. Nous sortons d'ici, nous sommes des ingénieurs. Et il y a un projet qui nous concerne. Le marché est donné à une entreprise libanaise. Oui. Mais pour un instant. Oui, voilà. Si les Congolais brillent par leur absence dans ces secteurs, on va les inventer. Non, je vous donne l'exemple de l'IMBTP. Il y a nos jeunes ingénieurs qui sortent de là, mais dans les secteurs, on préfère donner les marchés, les contrats aux étrangers pour tirer des commissions. Donc, on ne valorise pas notre propre expertise. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que je voudrais répéter. C'est ça le problème. Vous voyez même dans le secteur des hydrocarbures, le Soudan là, les Soudanais exploitent leur propre pétrole. La Chine a transféré toute la technologie. Extraction, raffinage, export. Les Soudanais le font eux-mêmes. La Chine a transféré toute la technologie. C'est ça, c'est dont nous avons besoin ici. Même pas seulement pour les hydrocarbures, pour l'or, le cobalt et tout ça, tout ce cas. C'est pourquoi Mouzei Kabila avait raison. Il a envisagé créer 5 banques. Je lis. Première banque, Banque d'investissement national pour l'agriculture et la transformation des produits agricoles sur place. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation où nous dépendons pour notre pain quotidien, nous dépendons du blé ukrainien. Alors que nous avons plus de 800 000 hectares de terres arables dans ces pays. Mouzei Kabila envisageait créer la banque d'investissement. Je viens. La banque d'investissement national pour l'énergie. Vous êtes un peu nostalgique. Je viens. Mais laisse-moi terminer parce que ce sont des idées qui peuvent. Ça va nous avancer parce que nous parlons de l'énergie. Quand Mouzei Kabila envisage créer une banque d'investissement national pour l'énergie et la transformation de nos ressources énergétiques sur place. Vous voyez, maintenant, c'est Total, c'est Eni, ce sont les multinationales qui contrôlent le secteur ici. Nous sommes un pays producteur, mais nous ne valons rien. Alors, pour revenir à Lingwala, je dois revenir à Lingwala. Il y a beaucoup d'enjeux et moi,
comme vous voyez ici, John, je ne crois pas que ces pays, aussi stratégiques qu'ils soient, a besoin d'un parlement. Non. Ah bon? Non. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale et le Sénat. Non, on n'en a pas besoin. Et on va fonctionner. Qui va contrôler le gouvernement? Je suis pour, et je vais développer ça dans une émission prochaine, je suis plutôt pour un gouvernement éléphantesque. C'est-à-dire, nous avons 245 territoires. Oui. Et donc, avec un gouvernement de 245 ministres. 245 ministres. Oui, élu au niveau du territoire. Il est à la fois ministre et il est à la fois député national de son coin. Ils feront les je vais expliquer ça prochainement parce que c'est une idée et Mouzé Kabila abordait dans ce sens. C'est pourquoi il a créé les comités de pouvoir populaire. Les ministres parce que en même temps du représentant. On peut avoir un ministre et en même temps il est député représentant de son territoire d'origine. Oui. Au lieu d'avoir un parlement budgétivore qui ne fait rien, qui consomme l'argent pour rien. Qui contrôle qui? Mais vous savez, John, si vous êtes élu député dans votre territoire et en même temps ministre, oui. Mais là, vous êtes redevable à la base. Ça, c'est la démocratie à la base. Vos collègues vous sanctionnent. Vos collègues ministres? Oui, c'est ce qu'on appelle l'esprit de collégialité. Bon, mais c'est un nouveau concept que je suis en train d'aborder. Mais pour le moment, il y a beaucoup de défis pour cette session. Des fois, certaines idées savantes à ses débuts apparaissent un peu compliquées. Oui. Mais je vais élaborer ça. On va vous recevoir seul pour ça, c'est promis. Oui, mais pour les enjeux, je peux mentionner 2-3 enjeux, s'il vous plaît. Si vous permettez. Sans développer. Oui. Pour cette session, il y a beaucoup d'enjeux. 1. Le retrait de la MONUSCO. 2. Les émoluments des députés. Vous avez le président Bosso lui-même a dit à ses collègues, voilà, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de bouffer, nous avons les avantages. Et quand nous bouffons, vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez dire à l'extérieur ce que nous bouffons. Voilà la preuve qui on parle, voilà. La bouche pleine, on parle. Oui. C'est impoli. Oui, l'autre enjeu c'est Bunagana, bien sûr. Bunagana. On vous a compris. Ah là là, je n'ai pas terminé, mon cher ami. Enjeu, la session du mois de septembre. Je reviens à vous. Vous gardez le reste. Vous avez encore droit à la parole. Je dois d'abord recadrer ce que mon ami Rodrigue venait de distiller ici par rapport à la décision du président de la République. Mon frère, la politique exige aux acteurs d'avoir quelque chose de réalisme. C'est ce régime ici dont on ne peut pas dire à 100%. Vous parlez sur les enjeux, des sauts de moutons, etc. Mais nous en avons. Quel du gâchis? Quel du gâchis? Mais je dis que même si ce n'est pas été à 100%, mais néanmoins 60%. Et les maisons préfabriquées? Mais vous-même, vous avez suivi même M. Jamal lui-même. Il vous a dit. Non, Jamal est au Liban. Hein? Il est au Liban. Non, les maisons préfabriquées qui traînaillaient au port de l'Obit et l'autre, qui sont arrivés ici. Et que la... Jamal est à Liban, l'autre est à Goma. Moi, je dis que les maisons préfabriquées qui se retrouvaient au port de l'autre côté de la Tanzanie et de l'Angola sont déjà sur place. Vous l'avez suivi lui-même, qu'il vous a dit qu'il doit continuer avec l'œuvre qu'il avait commencé. C'est-à-dire que même si ce n'était pas à 100% à l'époque, mais il y avait peut-être 50 ou 60% qui étaient déjà mis en exergue. Voyez-vous? Alors, quand moi je parle, quand moi je fais l'allusion sur l'expertise, prof, même cher Ramazan, moi je parle dans un secteur que nous avons parlé avec vous. Les hydrocarbures. Il y a carence d'expertise. Mais moi je vous dis que je viens de l'Angola, je réside en Angola. C'est un secteur qui requiert beaucoup d'expertise et d'expérience. On ne t'attend pas. Mais je vous dis, on ne peut pas tâtonner. Donc quand tu me dis que le ministre doit déclarer avoir fait une formation... Un warrior. Non mais 2 semaines, ça ne suffit pas.
Non, ça c'était juste pour maîtriser les BABA. Ah ben vous voyez d'abord, les BABA, ce n'est pas même la configuration totale. Non, ce sont les principes fondamentaux. Mais voyez-vous, donc moi je parle dans ce secteur-là. Et aussi, vous devez savoir une chose. Quand on parle sur l'expertise, on ne peut pas commencer à nous faire déjà l'idée maintenant. C'est un travail qui doit se faire datant depuis, comme ce que le prof dit là. Les Soudanais, ils sont en train d'exploiter le propre pétrole. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les moyens possibles par rapport à ça. Et cette politique-là, la RDC en avait. Est-ce que la RDC a investi dans son propre capital humain? C'est ça le problème que nous devons nous interroger. Donc, quand nous avons ces déficits, c'est par rapport à des régimes. Vous avez vécu à l'extérieur du pays. Quand vous prenez les vieux... Il a beaucoup vécu à Londres. Hein? Effectivement. Ouais. Et en Chine. Même quand il y a la succession des mandats par rapport à notre président, c'est-à-dire que ce sont les étapes de la vie qui continuent avec la République. Donc, il trouve que bon, l'autre a fait jusqu'ici, et moi je peux commencer aussi jusqu'ici, au-delà. C'est tout ça l'idée qui fait la globalité du développement des pays. Donc ce n'est pas seulement que maintenant, actuellement, que les choses... Non. C'est pourquoi moi j'ai dit que si nous on avait les experts, cette situation que nous avons vécue, on ne devra pas la voir. Parce que au préalable, les experts devront nous aider à aller sur place, analyser le produit, investiguer exactement sa substance et permettre que ce produit peut venir. Alors maintenant, quand ça quitte de l'endroit de provenance jusqu'ici, et nous nous rencontrons devant cette situation, alors vous allez me dire que dans ce secteur-là, nous avons des experts. Donc, point d'interrogation. Alors, c'est ça, c'est que moi j'ai dit que nous, ici, là, s'il faut parler de la gouvernance, mais M. André, il faut féliciter la gouvernance de féliciter. C'est que vous savez que d'abord le président de la République, c'est lui dont l'intérieur vient de l'émission. Et le Premier ministre, il matérialise cela par un programme. C'est-à-dire, le programme qui est matérialisé, c'est par rapport à l'ensemble du gouvernement que nous avons. La politique du président est exprimée par rapport à ça. Mais c'est ce gouvernement ici que vous dites qu'ils sont en train de prendre des décisions, mais qui nous a mobilisé 14,6 milliards. Nous jamais vu dans l'histoire de la RDC. Ah oui, ouais. Si vous en avez une idée, vous pouvez me dire. Il a battu tous les records. Sans pour autant même parler même de votre mentor qui a participé à une gestion. Mais les Congolais ne sentent pas ça dans l'air aussi de leurs assiettes. Hein. Mais moi, je vous ai d'abord dit que... Ça, ils ne sentent pas ça. 14 milliards, mais dans leurs assiettes, c'est la disette. Il faut mobiliser d'abord les recettes. Quand nous avons maintenant des recettes, à ce moment-là, on va bel et bien les distribuer. Mais nous n'avons pas encore la mobilisation de ces recettes. Comment on va y mobiliser? Je vous avais dit la fois passée, vous avez vous-même constaté la majoration des salaires, que ce soit des enseignants, que ce soit des fonctionnaires publics. Mais ce n'est pas par rapport aux recettes là, c'est par rapport au budget là. Donc c'est pour dire qu'il faut d'abord mettre cette discipline-là. Rodrigue, je vous dis la vérité, c'est un gouvernement qui est salué, même par les autres gouvernements étrangers. Surtout la discipline qui est mise là. Pour d'abord mobiliser la rigueur. La rigueur là. Parce que quand on a réhabilité le chef, quand on a réhabilité le cours des comptes, tout ça c'est pour permettre que nous puissions avoir une économie. Non, on a réhabilité l'IGF, c'est vrai, mais la Cour des comptes. Non, mais bon, c'est déjà sur place. Toujours la léthargie. Bon, en tout cas, nous allons leur demander de faire le travail. Okay. Revenons à ce que vous dites. Et vous terminez. En tout cas, sur le plan d'effort, il faut d'abord féliciter le Premier ministre. Mais on parle en jeu, session septembre. Non mais oui, effectivement. Ah, okay. Parce que d'abord, sur le plan d'effort, 14 milliards. Il respecte les délais de dépôt de projets budgétaires. Ce qui n'a jamais été dans le régime précédent. Parce que dans le régime précédent, donc vous-même vous savez ce qui s'est passé. Maintenant, quand nous venons sur le plan d'effort, il y a des prévisions budgétaires à 14 milliards. Ce sont des avancées très notables. Donc, signé Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi par sa rigueur et par toutes les mesures prises pour que nous puissions voir vraiment des finances saines. Maintenant, à ce qui concerne la répartition budgétaire, c'est ça le problème. Au moment où il viendra maintenant expliquer au Parlement, pourquoi voulez-vous déjà se faire les non-sologues, mais pendant que tous... Bon, en fait, ce n'est pas aussi un document secret. Hein?
Oui, mais voilà, Ouais, ouais. Il suffit d'aller au Parlement, vous pouvez vous en procurer. Pour expliquer leur répartition. Rodi Ramazani. Mais vous savez aussi, il y a des secteurs très importants, dont même quand il s'agissera même des répartitions, on se rend compte. Notamment la gratuité de l'enseignement, vous savez que ça doit demander... La gratuité, la défense... La défense et la santé d'ailleurs. Vous savez, nous sommes déjà dans cette histoire de la priorité. Mais la réduction des trains de vie des institutions aussi. Cette histoire-là, oui. Tout le monde ici est d'accord. Mais pas dans le sens populiste que M. Ramazan avec son menteur... Ah, ça c'est de la démagogie. Ah non, mais ça c'est de la démagogie totale. Parce que s'il faut commencer par là, d'abord ce menteur doit accepter par rapport à 14 600 qu'on leur paye, il doit déclarer ce qu'on puisse commencer à nous donner les $100. Je vous dis la vérité, monsieur. Oui. Les jours où... Un élu, $200. Je vous dis, les jours où ce Parlement va commencer à payer ses députés $200, vous ne payez pas tous ces... Non, mais sont sérieux. $200 pour un élu. Bon, vous voulez d'abord... Un peu d'égard. Vous êtes le représentant du peuple. Et ce peuple-là, il ne sait pas quoi retrouver. Alors toi qui es déjà... Alors comment voulez-vous qu'on puisse continuer à vous payer vous cher et la population-là qui est tenue... En fait, on n'a plus que 5 minutes que nous allons nous partager équitablement, 60 secondes, 60 secondes. Vous avez déjà vos 60 secondes. Oui. Écoutez, je vais vite rassurer mon ami Edouard sur deux choses. D'abord, il parle de l'honorable Sessanga. Peut-être les défauts de l'UDPS est que la plupart de cadres qui y sont aujourd'hui, la majorité étaient des chômeurs. Et c'est à l'hémicycle qui découvre le moyen. L'honorable Sessang est un député, est un politique, mais il a un travail. C'est un avocat, il travaille, il gagne sa vie. Il vivait déjà aisément. Donc même à l'Assemblée, si on lui donnait $50, il va continuer à être les députés les plus prolifiques de l'Assemblée. Alors que vos députés qui amassent l'argent de l'État, ils font aucun travail, aucune réforme, pas de loi, rien du tout. Les députés de l'UDPS sont le nul de cette législature. Et même de législature passée. J'avance. Il parle de la gouvernance, il parle des maisons préfabriquées. Vous savez, dans une gouvernance, il y a des éléments, dans un programme de politique publique, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. La mise de moyens, les moyens qui sont mis. Vous avez mis de moyens pour quelle politique? Et à la fin de compte, les temps. Vous parlez de Djamal. Ces maisons devaient être livrées à l'État quand? Et aujourd'hui, nous sommes quand ces maisons sont encore en construction. C'est du gâchis de temps. On a gaspillé de l'argent. Encore que vous avez mal orchestré cette politique. Parce que les génies militaires pouvaient vous construire ces maisons des militaires à moindre coût. Vous avez gaspillé l'argent de l'État. Le problème, ce n'est pas les décisions que vous prenez, mais vous prenez mal vos décisions. Pour finir, il y a une affaire rocambolesque qui dit 14 milliards, c'est extraordinaire, c'est bien. C'est bien, mais posons-nous la question. La dette publique aujourd'hui est évaluée à une affaire de 12 milliards de dollars. Vous le savez? Mais c'est ça le budget? À moins de 3 ans. Non, la dette, je parle de la dette publique. Oui. La dette, le passif. Pas la prévision budgétaire. La dette aujourd'hui du Congo est à 14 milliards alors que Kabila leur a laissé une dette publique à 3 millions de dollars. Ça, il ne dit pas. Comment vous dépensez l'argent de l'État? Ça, vous ne le dites pas aussi aux Congolais. Le problème est que vous restez dans la forme. Dans ce que vous voyez, vous n'analysez pas. Je vous donne des chiffres. Regardez par exemple le fonctionnement des institutions. La présidence de la République. On a voté un budget à 262 millions de dollars. Exécuté au mois de juin. Premier semestre de l'année, vous avez déjà exécuté ce budget à 85%. Vous allez vers le dépassement. Primature. Non, nous savons déjà les trains de vie des institutions. C'est budgétivore. Mathieu Tatidala. Primature. Frais de fonctionnement prévus à 34 millions de dollars. Exécuté à 61 millions de dollars, à peu près 82% au premier semestre de l'année. Assemblée nationale, 340 millions de dollars en termes de prévision. Mais vous l'avez exécuté déjà à 187 millions, soit 55% du budget déjà exécuté en termes de fonctionnement. La Banque centrale nous a alerté que toutes les institutions de la République ont épuisé leurs crédits budgétaires au premier semestre de l'année, soit la moitié de l'année. Là, nous sommes déjà dans des dépassements. C'est comme ça que vous gérez l'argent de l'État et vous en êtes fiers, vous. Vous en êtes fiers? Vous mobilisez 14 milliards de dollars pour que le voyage du président de la République coûte déjà plus de 10% de ce budget. Vous êtes sérieux? C'est comme ça que vous pensez gérer ce pays? Vous êtes incompétent de gérer le pays. Le peuple congolais doit vous sanctionner en 2023 parce que vous n'êtes pas prêt à réduire le train de vie de l'État. Nous estimons que dans cette session, la réduction du train de vie de l'État reste prioritaire et notre peuple y a adhéré. John, il faut une conférence sociale et économique en République démocratique du Congo. Je crois que une sorte d'état généraux? Oui, il faut une rencontre avec le monde de l'économie, le monde de l'administration et le monde institutionnel.
C'est ce mariage-là qui essaie un peu d'harmoniser beaucoup de choses avec la démocratie du Congo. Parce que tout le secteur de la vie doit être productif. Aujourd'hui, la plupart des secteurs de la vie n'est pas productif. Et les revenus en démocratie du Congo, on doit, parce qu'il faut une barème dans chaque secteur, la pénibilité des secteurs. Je crois que nous ne sommes pas dans la période rose de l'économie congolaise. Il faut qu'aujourd'hui, que tous les secteurs puissent faire aussi leurs sacrifices, y compris les institutions de la démocratie du Congo. D'où la nécessité de baisser, cher John, et c'est genre le président, j'ai sali le président béninois, Patrick Talon vient de le faire, geste magistral. Le président Nana Akufo, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les émoluments des grands salaires du bord privé et public. Les Ghanéens, les Ghanéens et puis les Béninois, pour permettre maintenant qu'on réinjecte l'argent dans l'économie productive. Parce que l'économie productive en démocratie du Congo, on n'injecte pas plus d'argent. Et puis il faut moderniser l'administration de la démocratie du Congo. Parce que les gens quand on pense que c'est uniquement l'institutionnel qui peut faire face à tout. Non, il faut que l'administration de la démocratie du Congo, nos collectivités, nos chefferies, nos régions, vous allez voir la plupart n'ont même pas un site internet, nous sommes à l'heure de numérique, nous devons maintenant mettre de l'argent là où on en a besoin pour que nous puissions faire avancer et puis donner aussi la photographie du chômage de la démocratie du Congo, le présence des entreprises dans le territoire. Territoire par territoire, aujourd'hui, il y a vraiment une absence cruelle. Le Congo. Oui. Il faut vraiment donner la capacité de chefs d'entreprise qui sont en démocratie du Congo et puis voir clair dans le marché public parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur congolais est le parent pauvre du système. Ça veut dire qu'il n'a ni financement, il n'a ni marché et l'informel est en train de le tuer. Donc je crois que les députés doivent faire face à tous ces défis pour que nous puissions quand même construire un État qui est noble pour que les gens puissent travailler en démocratie. John, lorsque nous parlons de la formation des ressources humaines, et vous me qualifiez de nostalgique, mais tous les Congolais se souviennent de Mouzei Kabila. Sa vision de base, c'est quoi? Que nous prenions en charge. C'est pourquoi il a envisagé même la création d'une banque nationale d'investissement sur les recherches. Maintenant, il y a des jeunes de Bukavu, un jeune de Bukavu, qui a mené des recherches et qui a dit qu'il est capable de transformer les gaz naturels, les gaz méthane d'Ila Kivu en carburant. Que le Rwanda exploite à souhait. Voilà. Et puis ils ont écrit au chef de l'État jusqu'à ce jour, c'est resté lettre morte. Banque nationale d'investissement dans le secteur minier, transformer, fabriquer des batteries à partir de notre cobalt au Katanga. Banque d'investissement national pour les télécommunications. Je vous dis que nous sommes des simples consommateurs. Les Congolais sont des simples consommateurs. Si nous ne partageons pas, si nous ne parvenons pas à briser les monopoles des multinationales, nous serons des esclaves. On va jamais briser avec Félix Tshisekedi. Voilà, c'est ça le problème. Alors, c'est le rôle du Parlement maintenant. Mais malheureusement, excusez-moi, nous avons un Parlement tampon. Un Parlement tampon acquis au chef de l'État. Même les M23 dont on parle là, c'est un membre de l'IDPS, un membre de l'Union sacrée. Alors, comment est-ce qu'on va les repousser de Bunagana? Donc il y a déjà des députés, il y a des acteurs qui sont complices. Dernièrement, pour terminer, un autre enjeu, c'est quoi? Ce sera les élections 2023. On doit parler. Est-ce qu'il y aura glissement? On vous dit que le budget a augmenté, mais là, à la CENI, on se plaint qu'il n'y a pas assez d'argent. Edouard Kaboué. Ça, c'est le troisième élément. Conclusion, Edouard Kaboué. Bon, moi, je... Non, la parole a tourné. Non, une seconde. C'est très important ce que je voulais dire. Parce que Mbosso a dit que nous devons tout faire pour garantir un deuxième mandat au chef de l'État. Par quelle magie? Il a dit ça au Parlement. Je vais... Bon, voilà. Moi je dirais à mon ami Rodrigue que l'UDPS a accepté de se battre sans pour autant toucher au sein des Congolais, comme ton mentor.
Donc nous avons voulu... Vous connaissez le martyr de l'indépendance. Vous connaissez... C'est ça qu'on n'a pas fait la rébellion, il a fait la lutte armée. C'est ça qu'on a libéré Tshisekedi de Kabeyaka Mwanga et il l'a amené à Sun City. Ne parlez pas de ça. Ici, Kabila a bouclé la gueule à Tshisekedi. Il a bouclé la gueule à Tshisekedi. Tshisekedi ne parlait pas. Grâce à la lutte armée, Tshisekedi a été libéré de Kabeyaka Mwanga jusqu'à Sun City. Respecter les héros, c'est ça qui est un héros dans ce pays. C'est ça qui a touché les armes pour libérer les pays de la dictature. Il a lutté contre la lutte armée, contre un pouvoir obtenu par des armes. Il a fait la lutte armée. Celui qui a le sang des Congolais dans le maître, tu le connais très bien, cher ami. Le martyr de la Pentecôte, tu en connais quelque chose. Laissez-les conclure. Oh, Ramadan, non, je le laisse pas s'il fait des attaques personnelles. S'il fait des attaques, je l'explique. C'est ce que nous avions indiqué. Tu attaques, c'est ça, je réplique parce que l'émission va terminer. Je te laisse pas finir l'émission en attaquant mon parti et en attaquant mon président. Ces élus de presse qui sont députés au Parlement, c'est parce qu'ils ont passé tout le temps au chômage. Parce que tu as dit que ces gens étaient capables d'accepter un monument de $200. Moi, je vous dis. C'est toi qui as commencé les attaques, je n'ai fait que répliquer. Mais je te laisse pas m'attaquer jusqu'à la fin. Je te laisse. La majorité a changé comment? Par la corruption. Ne m'attaque pas. Ne m'attaque pas. La majorité a été changée par la corruption. vous ne voulez pas qu'il débat. Pas de glissement, pas de transition, élection dans les délais impartis. S'il veut conclure l'émission, d'accord. Pas de glissement, pas de transition, élection dans les délais impartis. Voilà. Oui. À la prochaine fois, faire un bon casting. CD ici, n'ont pas d'argument. Ils viennent ici que pour. Et tu penses que tu mérites mieux que moi? Allez-y. Tu penses que tu mérites mieux que moi? Donnez-lui son temps. Peut-être l'unique valeur que tu as, c'est les lunettes que tu as mis et ta barbe blanche. L'unique valeur que tu as, c'est ta barbe blanche et les lunettes que tu as mises. C'est samedi. Tshisekedi, le père a tué Lumumba ici. Tshisekedi, le père a tué le martyr de la Pentecôte. Tu ne sais pas, c'est l'histoire de ce pays. C'est l'histoire de ce pays.